Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez au fond de la salle? Voici donc la première présentation de cette série de conversations que nous allons avoir aujourd'hui sur les rapports entre la photographie et l'architecture. Nous allons commencer avec Victor Bergen. Si vous avez reçu le petit livret pour les paris photos, vous allez voir la bio officielle de Victor Bergen, donc je vais rajouter plutôt ma propre description personnelle. Je ne peux pas imaginer une quelconque conversation sur ce thème sans que l'on cite l'œuvre de Victor. Il a commencé à avoir une certaine notoriété dans les années 60 et en commençant avec l'art conceptuel, avec une série tout à fait inédite d'images. Et par la suite, il est passé à des formes vidéo, en boucle surtout pour des présentations en galerie. Victor, depuis toujours, s'intéresse à l'espace, au bâti et au rapport qui existe entre les deux et ce qu'on peut appeler l'espace cyclique. Victor va nous parler d'une œuvre plus particulièrement qu'il va nous présenter. J'espère que vous avez la traduction de la partie textuelle de cette œuvre. Visiblement, bon nombre de personnes n'ont pas reçu le texte. Alors, est-ce qu'on peut avoir des textes, surtout vers l'avant de la salle, et un groupe de personnes arrivées tardivement qui n'ont pas récupéré les textes? Ah, yes, they know about. Yes. Okay. Well, as those are going round, Victor, maybe you'd like to. Victor, peut-être vous voulez commencer. Je sais que nous n'avons pas énormément de temps. Alors, Victor, allez-y. Depuis de nombreuses années, depuis en fait plusieurs décennies, mon travail se fait sur invitation qui m'est faite pour réagir à un immeuble ou à une ville. Quand j'étais invitée à Istanbul, et le contexte était Istanbul en 2010, j'ai découvert que l'immeuble avec lequel je voulais travailler ne pouvait plus être photographié. C'était le Café des Jardins qui a été construit entre 47 et 48 avait été démantelé en 88 pour céder la place à un hôtel, un complexe hôtelier de luxe. Et l'architecte du Coffee House avait conçu un immeuble modeste mais élégant sur un très beau site surplombant le Bosphore, qui était une synthèse du vocabulaire ottoman et de la modernité du XXe siècle. Et cet architecte avait travaillé avec Le Corbusier à Paris. J'ai choisi ce bâtiment comme fondement de mon travail pour deux raisons. D'abord, il articulait l'idéal de la République Atatürk, de l'expression d'une identité turque avec des racines historiques. Et deuxièmement, la destruction du patrimoine istanboulais d'architecture et le motif de la recherche du profit me paraissait une question de la plus haute importance politique. Et un plan de développement en 2013 a en fait déclenché des protestations, des manifestations importantes. Lorsque l'hôtel suisse a été construit en 88, le Coffee House de Tachlik a été démantelé et en partie reconstruit, mais sur un autre site pour servir de restaurant orientaliste. Le jardin a été transformé en parking et là où il y avait une vue du Bosphore, il y avait maintenant une vue d'un coup de
tennis couverts, recouverts de publicité pour des téléphones portables. Plutôt que de renoncer à l'idée de travailler sur ce bâtiment, j'ai essayé simplement de ne pas travailler avec une caméra matérielle, mais de prendre une caméra virtuelle. Mon projet a donc consisté à reconstruire le coffee house dans l'espace virtuel, c'est-à-dire sous forme de maquette virtuelle pour essayer de de faire la résurrection du projet. L'œuvre a ensuite été montrée dans le musée archéologique d'Istanbul. Je vais vous le montrer maintenant. Cette vidéo a été créée pour être montrée en boucle pour une galerie quand on ne sait pas très bien qui va venir ni combien de temps ils vont passer dans la galerie. Donc, on va voir une seule boucle, une seule itération. And can we have the house lights down? Thank you.
stop the loop there. Je vais arrêter cette itération de cette vidéo. Voici la Coffee House telle qu'elle apparaissait dans une revue d'architecture turque. Maintenant, quelques éléments de contexte dans le mode de production, c'est-à-dire une modélisation tridimensionnelle et par son contenu, le thème d'un monde vertical parallèle, un lieu de lecture à une longue histoire, le désir de construire un monde de représentation qui reproduit le monde de la réalité matérielle est une caractéristique de l'histoire occidentale depuis au moins le début de la période moderne. En 1973, Roland Barthes écrit, et je cite, « Il y aura toujours représentation tant que le sujet, l'auteur, le lecteur, le spectateur ou le voyeur regarde un horizon sur lequel il découpe un triangle, son œil ou son esprit étant l'apex, le sommet du triangle. » La géométrie et l'optique se rejoignent, même si c'est fondé sur des phénomènes naturels. La physique de la lumière et la physiologie et la psychologie de la perception visuelle. La représentation n'est pas en soi quelque chose de naturel. Et la tradition pictoriale d'islam et de civilisations comme celle de l'Égypte ou de la Chine le montrent, sont-elles inévitables. Et pourtant, ceci nous donne des représentations hégémoniques du monde. La représentation avec perspective paraît naturelle maintenant. Dans une gravure du XVIIe siècle, une petite ouverture dans le mur d'un bâtiment transmet l'image inversée de l'image en face sur un mur intérieur. L'action est en fait réciproque. Chacune des deux structures reçoit l'image de l'autre. Tous les immeubles sont en principe des caméras obscura. Pour l'essentiel, les ouvertures que représentent leurs fenêtres sont trop importantes pour produire une image qui ne soit pas floue. Et les pièces ne sont pas suffisamment sombres pour que l'image soit invisible à l'œil nu. Et pourtant, une ville est une conglomération de caméras, les mots intérieurs qui enregistrent des projections venant de l'extérieur. Une image souvent reproduite de cet espace élégant se trouve dans la Galerie nationale à Urbino. Cette œuvre a été réalisée en 1480 et montre un square avec des palais tout autour, des maisons bourgeoises et deux peintures similaires d'Urbino du même artiste se trouvent dans les musées à Berlin et à Baltimore. L'auteur de ces trois panneaux, connus collectivement comme étant la ville idéale, est incertaine, tout comme l'auteur des tableaux est non déterminé. Leur raison d'être n'est pas déterminée non plus. On ne sait pas si c'était censé être des toiles, des peintures, ou des illustrations pour une œuvre architecturale, ou s'il s'agissait de dessins pour des décors de théâtre. Voici le Teatro Olimpico à Vicenzo.
Le fait que ces questions sont soulevées nous rappelle que l'organisation de l'espace pictoriel, l'origine du plan d'urbanisme et les conventions scénographiques de la scène occidentale sont liées de façon inextricable dans le projet de la Renaissance, de la représentation avec perspective qui nous ont donné la caméra moderne. Au XIXe siècle, la photographie a remplacé le dessin avec perspective comme étant le mode principal de représentation de la réalité. La photographie était cohérente avec l'impulsion fondamentale de la révolution industrielle. La délégation de tâches manuelles chronophages à une performance automatique réalisée par une machine. À la fin du XXe siècle, la technologie de la caméra obscura a été révolutionnée pour une deuxième fois avec l'arrivée de l'ordinateur. Et là où la photographie, c'est le passage du manuel au mécanique, l'imagerie, c'est le passage du mécanique à l'électronique. Le dessin manuel avec perspective avec des aides optiques donne lieu à une machine qui cède la place ensuite à un calcul électronique. L'émergence de la caméra dans l'espace virtuel que nous offre la révolution numérique révèle l'essence de la caméra comme étant immatérielle, car il s'agit de principes optiques, géométriques et mathématiques qui sont indépendants de leur forme physique de calcul. Les programmes de modélisation nous rendent un espace qui avait été représenté au XVe siècle en Italie lorsque Brunelleschi a utilisé les principes de la géométrie et de l'optique à la peinture. Considérer que la caméra, sous l'angle de la perspective, nous apprend que les périodes telles que prémoderne, industrielle et numérique et le bascule est à la fois qualitatif et quantitatif. Une quantité accrue d'informations est déployée pour un mimétisme encore plus réaliste. Mais là où la photographie représente un aspect de l'objet devant la caméra, l'ordinateur, en principe, simule l'objet dans son intégralité. En 2008, des chercheurs ont réalisé les premières simulations en 3 dimensions de l'environnement bâti à partir d'images récupérées sur Internet. Et j'ai écrit que la somme de toutes les photographies est la ruine du monde. Aujourd'hui, la totalité de ces fragments photographiques qui sont algorithmiquement réassemblés dans un monde parallèle. Rome ne fut pas construite en un jour, mais 540 ordinateurs travaillant parallèlement sur 60 000 images ont construit un modèle de la ville de Dubrovnik en 22 heures. Le système de perspective artificielle qui a vu le jour en Occident au début du XVe siècle provient d'une traduction italienne d'un traité sur l'optique du mathématicien arabe Al-Hasan. C'est à partir du livre de Al-Hasan sur l'optique que l'idée de cette vision en tunnel a vu le jour. Ce qui est frappant avec cette représentation dramatique de cette vision dans les traités sur la perspective, c'est que le cône ou la pyramide des faisceaux de lumière qui permet de révéler l'objet semble émaner, c'est-à-dire avoir pour origine l'œil de l'observateur. Le philosophe présocratique Démothèse pensait que tous les objets matériels émettent des objets, des images d'eux-mêmes, alors que Euclide et Platon avaient une théorie extra-émission selon laquelle la lumière est émise par l'œil.
Mettant de côté des questions de physiologie et d'optique, des questions qui ont été résolues depuis longtemps, nous pouvons accepter que la géométrie et l'algébre géométrique, c'est-à-dire l'ordinateur, euh, ne se soucie pas de la direction du trajet de la lumière entre l'œil et l'observateur. Prenons par exemple Google Street View, une parmi d'autres applications dans laquelle la photographie non seulement reçoit la lumière du monde, mais en fait émet de la lumière pour reproduire le monde réel dans le monde virtuel. L'itération la plus récente de la technologie utilisée par Google Street View détermine la géométrie en 3 dimensions des immeubles enregistrés en projetant une lumière laser sur eux-mêmes et en obtenant des mesures grâce à la réflexion. Et donc, une photographie panoramique traditionnelle permet de compléter l'image. J'ai pris cette photo à Turin la semaine dernière. Dans le dernier chapitre, qui n'a pas été complété dans son livre, Le visible et l'invisible de 1964, Maurice Merleau-Ponty nous rappelle que voir est, et je cite, être vu par l'extérieur, d'exister à l'extérieur, d'émigrer à l'extérieur, d'être séduit, captivé, aliéné par le fantôme, de sorte à ce que nous ne voyons plus qui voit et qui est vu. Dans l'espace informatique, la caméra redevient ce qu'elle était au tout début du cinéma, lorsque la caméra et le projecteur étaient souvent un seul et même instrument. Et dans la dialectique entre le donnant et le récepteur, l'appropriation universelle de l'environnement bâti par la caméra est accompagnée par la menace omniprésente de la surveillance totale. Je ne sais pas si vous le voyez bien, ce qui se passe dans cette photographie. Moi, je pensais que c'était un décor, mais en fait, il y a des lampadaires. Mais à part les lampadaires, ces lampadaires, ils se trouvent, sont équipés de caméras de surveillance. Un personnage dans l'histoire de Lewis Carroll, Sylvia et Bruno, parle d'un pays dont on a fait une carte, et je cite, sur une échelle d'1 mile sur 1 mile. Quand on lui demande si on se sert beaucoup de cette carte, il répond « Cette carte n'a jamais été étendue. » Les fermiers étaient contre, ils disaient que ça allait recouvrir tout le pays et il n'y aurait plus de soleil. Et nos cartographies par caméra du monde ne font pas disparaître la lumière, mais au contraire transforment notre réalité. La fabrique de l'environnement de tous les jours aujourd'hui est tout à fait différente de ce que c'était lorsque j'ai commencé à travailler avec la photographie dans les années 60. C'est tout autant un environnement qu'une représentation photographique, c'est maintenant un environnement de simulation numérique. Je ne sais plus si ce que je vois dans une photographie ou dans un film est une représentation de quelque chose qui existe dans le monde réel ou est une simulation informatique qui porte simplement l'attribut d'une photographie ordinaire. Et l'animé de la photographie avec l'arrivée du cinéma a inauguré une nouvelle étape dans la naturalisation de la perspective. Tout au long du XXe siècle, de la notion de Lev Kuleshov, c'est-à-dire de l'expérience perceptuelle, c'est-à-dire des films sans forme, jusqu'à la définition de Pasolini du film, à savoir le langage écrit de la réalité, jusqu'à l'idée de Frampton de la réalité comme étant un film infini. L'imaginaire du monde a été soumis au principe d'organisation du montage. La réalité, par défaut, était équivalente au réel, était vue non seulement comme étant non seulement un spectacle, mais étant cinématique. Mais a poursuivi l'histoire de la caméra, l'histoire de la représentation avec perspective par le biais de la photographie.
Aujourd'hui, l'image photographique du monde est la norme contre laquelle toutes les représentations visuelles sont mesurées. Le Graal du logiciel aujourd'hui, comme par exemple ce que j'utilise aujourd'hui, c'est le logiciel qui est utilisé pour la création de jeux vidéo. Donc, le Graal, c'est le photoréalisme. Beaucoup de talent de codage a permis de réduire les imperfections, comme par exemple les aberrations sphériques, qui sont des caractéristiques inévitables de lentilles en verre. Mais vous pouvez voir à droite, dans cette liste, avec les menus et tous les paramètres qui peuvent être ajustés, que ce soit la vitesse, la profondeur de champ, c'est-à-dire tous les longueurs focales, tous les paramètres qui peuvent être définis pour n'importe quelle caméra. Et je peux également programmer une aberration sphérique, pour autant que je le souhaite, en tant que caméra optique, le résultat est parfait. Mais c'est quand même remarquable qu'on doive réintroduire l'aberration optique. Tout cela pour dire que la norme professionnelle de la simulation numérique n'est pas ce que l'apparence qu'on a, mais c'est plutôt à quoi ça ressemble en photographie. Et dans l'histoire de la perspective, ce que j'ai décrit comme étant la photographie industrielle, c'est-à-dire c'est les bouts de métal qu'on porte autour du cou avec Nikon ou Canon, elle n'a pas été dépassée dans la transition vers la photographie numérique. Et pour moi, la photographie numérique ne va pas remplacer l'émulsion photosensible par une pastille. Pour moi, c'est un environnement. C'est l'environnement de la reproduction virtuelle. Donc, la photographie industrielle n'a pas été remplacée dans cette transition vers la photographie numérique. La photographie a marqué notre imaginaire de façon permanente. Les images qui montrent le monde, non pas tel qu'il apparaît dans la réalité, mais tel qu'il apparaît lorsqu'il est photographié. Merci, Victor. Merci, Victor. Beaucoup de matière à réflexion. La première réflexion qui me vient à l'esprit, d'une part, il y a cette éclipse de cette photographie optique et vous avez la caméra virtuelle qui reprend, qui est une mimique de cette caméra optique. Donc, cela nous mène à réfléchir à la virtualité lorsque nous pensons à l'espace. Mais prenons la caméra traditionnelle, l'obturateur, that has been, ce qui a été, comme dit Barthes. Quelque chose a frappé, quelque chose qui était déjà là et qui a été repris par la caméra. Lorsque vous parlez de caméra virtuelle, nous sommes en présence du temps virtuel. Je ne sais pas comment vous allez l'appeler, le temps suspendu, le temps parallèle. Et il semblerait que c'est précisément ce qui se passe ici. C'est au sein de l'histoire, à l'extérieur de l'histoire, il y a des couches de temps. Et tout ceci est également une conséquence de cette caméra virtuelle, me semble-t-il. Est-ce que cela résonne en vous? Oui. Cette question du temps par rapport à ce travail, A Place to Read, c'est en fait ma première œuvre, comme je l'ai déjà expliqué, en utilisant ce logiciel de modélisation 3D. Il y a toutes sortes de considérations sur la temporalité, vous l'avez dit vous-même. Ces itérations, comme vous l'avez dit vous-même, et moi je l'ai dit aussi, c'est à cause de la spécificité de l'institution. Ce n'est pas conçu pour être montré dans un décor tel que celui-ci, où on s'attend à un début, un milieu et une fin.
Ou alors vous avez, par exemple, au cours d'exposition, les personnes qui vont se plaindre à l'accueil pour dire que le son ne fonctionne pas alors qu'il n'y a pas de son. Nous le savons tous. Le spectateur peut entrer n'importe quand, partir n'importe quand. Donc, au sens strict, toute première image est une image pour ce spectateur ou le premier mot. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est la forme narrative. C'est vrai que l'on n'en parle pas souvent lorsque l'on parle de ce travail ou d'autres œuvres. Lorsque vous allez dans une galerie loin des décors de cinéma ou loin de livres où la forme narrative disparaît, c'est le langage sur lequel j'ai moi-même beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé sur la forme linguistique et l'on est aveugle à toutes ces questions. Or, toutes, en fait, comprennent des considérations de temporalité. Un ami m'a fait connaître Alice Munro, une auteure canadienne. Lorsqu'elle écrit ou lit des histoires, en fait, on peut entrer et sortir quand on veut. On peut entrer dans une maison où l'on peut se balader d'une pièce à l'autre pendant une période indéterminée. Et voilà donc cette considération de temporalité. Là, il y a la temporalité du narratif, il y a la temporalité, l'interpellation du spectateur. Vous ne savez pas si ce spectateur va rester ou non. Donc, il y a toutes sortes de formes de temporalité. Et comme vous l'avez dit à juste titre, dans le narratif, il y a différentes couches également de temporalité. Il y a les illusions, il y a les événements dans l'histoire contemporaine turque. Il y a eu beaucoup d'événements dont on a beaucoup parlé récemment. Il y a l'exil d'un auteur, Ashley Erdogan, en exil, qui, hélas, a le même nom que cet horrible président. L'Erdogan dont je parle a été obligé de partir et de aller à Berlin. En fait, elle avait été libérée de la prison. Et la description de l'auteur à Genève s'est fondée sur une photo de Ashley Erdogan qui écrit assise à une table. Il y a des photos, ou plutôt il y a des textes dérivés de photos. Il y a la version écrite d'une photo. Donc vous avez d'une part le documentaire, la description historique, avec les noms, etc. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, mais on pourrait établir une liste de différentes temporalités. Regardons l'écran et réfléchissons à la manière dont les imperfections de la lentille deviennent en fait le modèle pour la caméra virtuelle. Est-ce que vous pensez que c'est pérenne? Je ne vous demande pas de faire des prédictions grandiloquentes, mais cet écran semble indiquer qu'il y a encore cette emprise tyrannique et avec toujours ce maintien de la perspective occidentale. De toute évidence, il y a plusieurs options. Il n'y a pas avec l'utilisation de la caméra optique. Ce qui m'intéresse en ce moment, et j'y travaille beaucoup, c'est le NPR, National Public Radio, qui n'a rien à voir avec le photoréalisme. On peut utiliser des moteurs de jeu pour des objectifs non réalistes.
non-photo realism. Vous voulez dire réalisme non photo ou non photoréalisme? Mais écoutez, tout dépend de là où vous allez mettre l'accent. What comes to mind as an example, I've mentioned it times before. I remember as a kid, Moi, je me souviens que boxes of cornflakes. enfant, il y avait des promotions pour des céréales, par exemple. Vous achetiez une boîte de céréales et on vous donnait un bol en plastique en cadeau. Molded. The plastic was molded with a cement Vous aviez un bol potter. avec les mains d'une personne qui avait façonné ce bol. Eh bien, on en vient toujours à la même chose avec cette imagerie générée par l'ordinateur. Pour que l'image soit acceptable, il faut l'empreinte des doigts, si vous voulez, du potier. Il faut des aberrations sphériques. Mais peut-être que avec le temps, on va finir par accepter ce que produisent ces caméras, parce que nous ne voyons pas le monde tel que nos caméras le voient. On le voit par toutes sortes de mouvements. La photo, c'est quelque chose de particulier, mais nous y sommes tellement habitués. On peut se dire cette photo ne ressemble pas au monde, ou alors le monde ne ressemble pas à la photo. Donc nous sommes nous vivons une période de transition, de révolution qui s'accélère. Nous avons connu la révolution industrielle, la caméra virtuelle est intervenue très vite après la caméra industrielle, et puis il arrivera un moment où il y aura peut-être une habitude, une adaptation historique. Mais je voudrais vous poser une dernière question avant de donner la parole au public. Moi, j'ai le sentiment que même une caméra traditionnelle peut être utilisée pour souligner cette perspective historique emphatique, mais les caméras peuvent être utilisées pour ne pas le faire. Vous venez de mentionner l'histoire non occidentale de l'image ou des images. Par exemple, la photographie japonaise après la guerre. Cette caméra, qui certes est un instrument industriel, traditionnel, mais appliqué par une culture qui est une culture japonaise. Il ne prendrait jamais une photo telle que celle-ci. Même les photographes très connus, Moriani ou d'autres, utilisent cet instrument de manière qui ne semble pas s'attacher à cette perspective occidentale. Écoutez, supposons que ces personnes utilisent des caméras commerciales. Il y a la caméra obscura, il n'y échappe pas. Mais donc, il y a autre chose, c'est leur japanosité, si je puis me permettre. Et là, nous avons affaire à une autre histoire. Et cette histoire, l'espace entre la tradition occidentale, il y a des choses, et puis il y a un espace entre les choses. Cet espace est vide. Et dans la tradition japonaise, et là je vous parle du Japon contemporain, il y a un espace qui est une chose aussi bien que les choses. Cet espace entre les choses est chargé de signification. Donc vous avez la temporalité et la spatialité dans la tradition non occidentale, qui va également contribuer à la qualité de l'image. Alors plutôt que d'être cette image traditionnelle, cette fenêtre à travers laquelle vous avez le spectateur idéal qui contemple le sujet. Il est temps de donner la parole au public.
Il y a un micro à votre disposition. Right down the front on the right. Si vous préférez poser vos questions en français, ça ira. Je peux traduire votre avis. Yes, thank you very much for this wonderful presentation. Merci beaucoup pour cette merveilleuse présentation. Je voudrais revenir à cette idée exprimée par David Company sur la tradition japonaise. Comment réagiriez-vous à la déclaration de John Palasma, critique architecture? Il a beaucoup écrit sur la perception de l'espace. Il nous dit que l'œil est le moins important. Or, dans notre société, nous glorifions l'œil, mais les autres sens sont tout aussi importants. Comment réagirez-vous à ce commentaire? Je ne suis pas du tout influencé par la psychanalyse. Moi, la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est un essai de Dieter Hawk. Je ne me souviens pas du titre. Remarque sur la vision pour ceux qui ne voient pas. Enfin, je ne me souviens pas très bien du titre. C'est un essai qui remonte au XVIIIe siècle. Mais la perspective peut être expliquée à un ou une aveugle. Il n'y a aucun problème à expliquer la perspective. Donc, strictement parlant, la perspective, effectivement, n'a rien à voir avec le fait de voir. Vous pouvez parler de ces fils, et puis l'aveugle va pouvoir toucher les fils et comprendre la perspective. Donc, effectivement, voir n'est pas uniquement une expérience optique, mais olfactive et autres. Il y a toutes sortes de choses très complexes qui se passent. Et puis, sans parler même des pensées qui viennent interagir avec ce que vous voyez, parce que l'œil, finalement, est assez bête. Mais c'est à nouveau lié à la tradition, à la science occidentale. Voir, c'est être, comme l'on dit, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas vrai. On peut se tromper. Thank you. Merci. Ce qui m'intéresse, c'est l'image et le texte et la vidéo, qui sont trois parties dont vous avez parlé aujourd'hui, trois parties que vous nous avez montrées dans cette galerie. Le coffee house, le poème, le narratif, les images de ce coffee house, et qui s'adresse à l'observateur qui peut entrer et sortir comme il le souhaite. C'est une expérience de cette image architecturale. En fait, ce que je souhaiterais savoir, comment ces quatre pièces de cette expérience s'assemblent, se réunissent. Pourriez-vous nous en dire plus? Alors, une autre petite question. Vous avez rédigé un texte. Elle est en train de lire à une table. Est-ce un poème que vous avez écrit vous-même? Je ne dirais pas qu'il s'agit là d'un poème. Mais peu importe. Appelons-le un poème. Moi, je penserais plutôt au narratif. C'est la dimension narrative de ce travail qui m'a intéressée. Si vous avez l'impression qu'il s'agit là d'un poème, c'est la manière dont les lignes sont disposées.
la rupture entre les lignes. J'essaie, dans la mesure du possible, de créer ce que nous pourrions appeler une image histoire. Pour moi, l'image, c'est un événement psychologique et non pas optique. De toute évidence, si vous lisez un roman, vous vous formez une image ou même un film de ce que vous êtes en train de lire. Ou alors, lorsque vous voyez un film inspiré par un livre, vous allez peut-être dire, mais ce n'est pas du tout les personnes que j'avais à l'esprit ou que je me représentais. Lorsque je fais du texte-image, c'est plutôt de l'image-image. C'est une image fondée sur un texte, une image optique et l'image produite sur l'espace entre les deux. Et puis, j'essaie de créer des choses qui sont faciles à lire, non pas des textes très longs qui sont bons pour un livre. J'essaie tout simplement d'émettre quelques petites idées, des parcelles d'idées, de sorte que vous puissiez scanner le texte et vous former l'image vous-même. Hélas, il va falloir en rester là. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Merci encore pour votre grande générosité.